Bonjour, les sentiers du littoral nous conduisent aujourd'hui à Jars-sur-Mer pour y découvrir l'église Sainte-Radegonde. Cette église aurait été construite sur les ruines du temple de la grande villa gallo-romaine des Essarts. Nous sommes reconnaissants à Pierre Joubert, historien de l'art, de nous accompagner dans cette visite. Bonjour Pierre. Bonjour Claire. Vous allez nous conter l'histoire de cette Sainte-Radegonde et de cette église. Oui, qui est très ancienne. Nous voici devant la statue en bois polychrome de Sainte-Radegonde. Sainte-Radegonde qui est à l'origine de cette église en 732. Oui, bien évidemment, cette statue représente Sainte-Radegonde dans sa tenue de moniale, tenant dans la main les attributs royaux, parce qu'elle était l'épouse de Clotaire Ier, fils de Clovis, et la couronne de reine des Francs. Et dans sa main gauche, elle a le monastère qu'elle a fondé à Poitiers. Et en même temps que ce monastère de Poitiers a été créé à Jars, un prieuré très important, qui est devenu très important par la suite. Pourquoi à Jars? Eh bien, d'abord parce que Jars était les seuls ports de tout le Bas-Poitou sur l'Atlantique, à l'époque, tout au moins pendant tout le premier millénaire. En plus, il y avait les salines qui avaient été La grande richesse du pays depuis les Romains. Et un chemin rejoignait Jars à Poitiers, ce qui a permis en 732, lorsque les hordes arabes d'Espagne sont venus conquérir la Gaule franque de l'époque, eh bien, ils ont trouvé refuge dans le prieuré jardais. Donc, la première église est une église romane qui aurait été construite au XIe siècle. Exactement. Mais il est probable, à mon sens, que cette partie du chœur, vu la voûte complètement romane, soit un reste de l'ancien prieuré. Ah, très bien. Parce que les religieuses ont été ici pendant 7 siècles. Et elles ont été pourvues de bois, de champs, de salines. Et elles étaient riches et elles ont construit probablement, et il n'est pas du tout impossible, parce que la nef qui est là-bas, que nous verrons tout à l'heure, est complètement romane. Ici, c'est complètement roman aussi, alors qu'entre les deux, à la croisée des transepts, vous avez des voûtes brisées, qui sont du style Plantagenet et qui sont du XIIe siècle. Donc, moi je pense que cette partie-là a été construite après pour rejoindre les deux parties romanes. D'ailleurs, l'enlevage de la crépie nous a permis de découvrir autre chose. Cette porte monumentale qui donnait probablement dans la cour du prieuré. Vous avez aussi l'attache d'un mur ici, extérieur, qui était probablement le mur extérieur du prieuré. Le prieuré aurait été par ici. Voilà. Il n'est pas du tout impossible que ces murs qui ont été renforcés, creusés un peu pour rétrécir le vitrail, soient aussi du prieuré. D'abord, le mur est beaucoup plus épais que les murs du XIe siècle de la nef. Ce qui est surprenant, Pierre, c'est que c'est une église fortifiée ici. Oui, ça a été fortifié à la suite des insécurités de la vie politique. La première fois, c'était en 1370. Le comte de Talmont avait rejoint le connétable du Guesclin. Il y aurait eu, selon certains historiens, une bagarre avec des Anglais qui voulaient rejoindre l'île de Ré par le port. Et puis, ils ont été défaits, les Anglais. Et pour se venger, la
comtesse fait appel aux troupes du prince noir qui ravagent la région, qui brûlent l'abbaye et qui brûlent l'église de Jars et les églises pendant qu'ils y étaient. Parce qu'à la suite de cet incendie, c'est finalement, c'est pas les murs qui brûlent, c'est les charpentes. Et les maçons de l'époque ont eu l'idée de ne pas remettre de charpente sur les voûtes du transept, mais du sable dessus, et les tuiles sont posées carrément sur le sable. C'est encore visible aujourd'hui? C'est visible aujourd'hui. Il y avait un vieux curé qui disait « Oui, mais alors quand il y a une tuile dérangée, il faut 15 jours pour s'apercevoir de la gouttière. » D'accord. Et puis alors, le deuxième incendie, c'était en 1568, le 31 mars, par les Huguenots. Alors là, ça a été beaucoup plus grave, parce qu'il est probable que le pignon ouest se soit effondré sur la voûte, parce que la grande nef était voûtée comme les autres. Et après, en 1630, quand l'église a été reconstruite, on n'a pas refait la voûte, on a remis cette charpente. C'est la même charpente qui est là depuis 1630. Mais elle est curieuse cette charpente en fait. Oui, parce que vous avez les arcs de force qui sont ronds au lieu d'être droits, ce qui prouve que ce sont des charpentiers de marine. Finalement, cette charpente est l'histoire d'une coque de bateau à l'envers. Ce pilier-là, je me suis longtemps demandé ce qu'il faisait là, parce qu'on ne va pas grimper une statue jusque là-haut. Et une fois le crépi parti, on s'aperçoit que les pierres ne sont pas du tout les mêmes que celles du mur. Et comme il y a juste en face, de l'autre côté à l'extérieur, une tour de défense, à laquelle on pouvait accéder par un escalier tournant dont ça a été le centre. Et on voit bien ici, et les murs, là, jusqu'en haut, c'était un escalier tournant pour accéder à la tour de défense, à l'extérieur. Bon alors Pierre, maintenant nous sommes dans la partie la plus récente, cette chapelle de la Vierge. Oui, vous le voyez, les ogives du style gothique angevin qui reposent sur un pilier central. Et on a fallu d'ailleurs bricoler un petit peu les murs qui restaient pour faire détacher. Et je vous fais remarquer que cette chapelle était peinte au début. On voit des traces de peinture. Et on le voit un peu plus haut là-haut, entre les ogives. Mais ce n'était pas des dessins religieux, c'était des dessins de fleurs, de plantes. Alors, donc ici, là, on est à côté de ce retable de la Vierge. Oui, alors, le XVIIe siècle, après les guerres de religion, ça a été un retour vers la piété à la Vierge. Alors, cette chapelle a été construite au XVIIe siècle, probablement parce que la population avait augmenté assez considérablement et qu'il a fallu agrandir l'église. Cette église contient aujourd'hui au moins 500 personnes. Oui. Et ce XVIIe siècle apparaît comme étant avoir été très favorable à la population jardaise, car elle a dépensé beaucoup. Elle a construit cette chapelle, elle a construit la chapelle Sainte-Anne en 1650, le retable en 1695. Vraiment, là, les jardins ont ouvert la bourse, là. Hein. C'était très religieux à cette époque-là. Ça a changé par la suite. Ça a changé beaucoup par la suite. Ah ben là, c'est étonnant de retrouver un confessionnal dans l'église. Oui, il ne sert plus beaucoup. Non. Mais il y a quelque chose de tout à fait particulier dans ce confessionnal. Il y a un boulier qui permettait au curé de compter les paroissiens qui venaient se confesser. C'est le début des statistiques. Ah, genre, à l'origine des statistiques religieuses. Super. Bon, le voici dans le transept sud. Oui. Là, il y a aussi un retable. Il y a aussi un retable, on voit le Christ montant son cœur, entouré de Saint-Pierre, on le reconnaissable à la clé qu'il tient à la main,
et Saint Joseph, et il y a un petit Jésus dans sa main. Le retable aurait besoin d'être un petit peu réparé, enfin bon. Ce transept a quelque chose de particulier, c'est que pendant la Révolution, l'église a été occupée par la troupe, chevaux compris. On raconte qu'il n'y avait pas de place pour loger une section de grenadiers qui est arrivée, parce que pendant toute la Révolution, Jard était dans la partie révolutionnaire. Montagnard, Jard la montagne, comme ça s'appelle. Jard la montagne. Et il craignait, les jardins craignaient d'une part les insurgés catholiques et d'autre part les Anglais qui bloquaient la côte. Alors pendant toute la Révolution, ils ont demandé des renforts de troupes qu'ils n'ont obtenus qu'en 1795, quand tout était terminé. Et là, et ce qui était spécial, c'est qu'il y avait 3 communes en Vendée où la religion a été poursuivie, il y avait la messe tous les dimanches par un vicaire républicain. Les Salles, la Tranche et Jard. Ah oui, Jard. Oui. Par contre, en 1795, où les choses commençaient à se calmer, eh bien on envoie de la troupe, on ne savait pas où les loger, et la troupe s'est logée dans l'église. Avec les chevaux. Avec les chevaux. Et là, je vais vous montrer quelque chose de curieux. Une porte de prison. Dans une église. Dans une église. Voilà. C'est lié à la Révolution aussi. C'est lié à la Révolution. Voilà. Il a fallu, dans chaque commune, établir un tribunal qui devait juger tous ceux qui ne se conduisaient pas comme il fallait en période révolutionnaire. Je suppose que c'est dans l'église encore que ce tribunal a été installé. Ici, du coup. Ici, probablement ici, et qu'à côté, on a fermé cette absidiole qui était dédiée à Saint-Nicolas, le patron des marins. Ça tombait bien, là. Et on en a fait la prison, et ça s'appelle toujours la prison. Il y a différents objets dedans. Donc du tribunal à la prison, il n'y a rien pas. Il n'y avait qu'un pas. Mais Pierre, à quoi correspondent ces curieuses inscriptions au sol des dalles? Ce sont des dalles funéraires. Celle-ci date de 1648. Celle-ci aussi, 1613. Donc on y enterrait quoi? Les moines, les Eh bien, ici c'est un carré. personnalités locales. Il s'est marqué d'ailleurs, dit Maître Guillard, curé d'Océan, est sous ce tombeau, décédé, voilà. Ah super. Ce sont des dalles funéraires. D'accord. On m'a posé souvent la question, est-ce que les ossements sont encore en dessous? À mon avis, je ne crois pas. Parce que dès le XVe siècle, il a été interdit d'enterrer les gens dans les églises. Donc on a mis les dalles pour se souvenir des gens. Probablement qu'au moment où on a fortifié l'église, on a creusé une douve. Mais comme dans toutes les églises, le cimetière l'entourait. Et on a récupéré toutes les tombes, toutes les pierres tombales. Il y en a une trentaine dans cette église. Ce sont les plus belles, mais ce sont, moi je ne crois pas, ce sont des récupérations des dalles des cimetières qu'on a mis pour daller l'église, parce que avant le XVIIe siècle, il est probable que l'église le sol était en terre battue comme dans les maisons. Ben là, Pierre, nous sommes devant cet immense tableau de Pénus qui date de 1628. Vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'il représente? Bon, ce tableau a ceci de particulier, c'est qu'on ne sait pas pourquoi il est là. On ne sait pas qui l'a peint, il est signé Pénus, mais on n'a pas trouvé d'autres tableaux de ce nom-là. En fait, il s'agit de la contre-réforme. On l'appelle le plus souvent le tableau du rosaire, parce qu'on voit la Vierge avec l'enfant Jésus sur ses genoux, entouré d'anges, qui distribue des chapelets à des religieux et à des moniales.
Le tableau, il y a marqué 1628. C'est l'année de la prise de La Rochelle par Richelieu et finalement l'abolition totale de la religion protestante en France. D'ailleurs, Richelieu, on le voit sur le tableau, derrière le pape Urbain VIII, et derrière Richelieu, Gaston d'Orléans, frère du roi Louis XIII, qui est là sous son manteau bleu de roi de France, et derrière lui, Anne d'Autriche, son épouse, et Catherine de Sienne au-dessus avec d'autres religieuses. Et il est entouré de des 15 mystères de l'Église. En bas tout à fait, vous avez l'ange Gabriel, l'annonciation, qui annonce à la Vierge qu'elle va avoir un enfant. Ensuite, les 5 mystères douloureux, Gethsémani, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de croix et la crucifixion. Et les 15 mystères glorieux, la résurrection, l'ascension, l'assomption de la Vierge, non, la Pentecôte avant, l'assomption de la Vierge et la Vierge régnant au paradis. Voilà. Et cette ville qui semble brûler au milieu, c'est La Rochelle, qui a pas brûlé du tout, mais le blocus fait par Richelieu était tellement serré que plus de la moitié de la population est morte de faim. Voilà. Et c'était en 1728. Et c'était la fin du protestantisme en France. Eh bien, Pierre, merci beaucoup pour cette agréable et instructive visite. Maintenant, nous savons tout, enfin non, presque tout, parce qu'on pourrait y parler pendant des heures de cette église. Des heures, peut-être pas, mais quand même, plus longtemps, voilà. Bon, ben merci beaucoup, et puis à bientôt pour de nouvelles visites sur nos sentiers du littoral.